Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Yeah. Jack Miller nudging him wide as well. On the start. Oh, contact! Miller and Mir, side to side. They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close. Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro 142 de C'est qui en pôle. Cette semaine, on se retrouve sur le circuit d'Assen pour le Grand Prix des Pays-Bas. Pour m'accompagner cette semaine, j'ai le plaisir de retrouver Pierre et Stéphane. Comment ça va les garçons ? Ça va bien, toi ? Ça va super, ouais, merci beaucoup. Ça va, merci, super. Bon, on va commencer rapidement avec le traditionnel jeu concours du week-end. C'est Flo Michelet qui a remporté le concours et qui va pouvoir recevoir les petits goodies de C'est qui en pôle. On va passer rapidement aux news sur lesquelles il y a un peu plus de choses à dire avec le début de la trêve estivale. Pierre, est-ce que tu veux nous en parler ? Ouais. Donc, on a Adrien Fernandez qui vient remplacer Suzuki sur ce Grand Prix des Pays-Bas. On a Acosta, alors ça y est, on enregistre le 3 juillet, donc Acosta devrait être en MotoGP en 2024. On sait toujours pas, enfin en tout cas KTM avait jusqu'en juin pour relever l'option, mais sinon il était libre. C'est plutôt lui qui a dit je veux être en MotoGP l'année prochaine. Ouais, mais du coup, si KTM lui a rien proposé de concret, il est libre de signer dans un autre team en MotoGP, donc on attendra probablement les annonces peut-être au Red Bull Ring, je pense, si c'est KTM qui l'a signé. Ouais, il y a moyen que ça se dise en plus, surtout que t'avais quand même pas mal de pilotes sur tout le week-end à Assen à qui on a demandé leur avis sur Acosta qui disait il a sa place en MotoGP, faut qu'il monte l'année prochaine. Donc ça a l'air d'être un peu un secret de polyfinale quand même cette histoire. Ouais. Par contre, chez KTM, pour l'instant, il n'y a pas de place de libre. Ouais, pour moi, ça sera sur une des deux gaz, j'imagine, mais on verra. Ça va être le mystère. Sinon, grosse news, on aura le manufacturier Pirelli qui sera fournisseur officiel pour le Moto 2 et le Moto 3 à partir de l'année prochaine et jusqu'en 2026, donc pour les 3 prochaines années. Dans l'UpKit donc ces catégories. Il faut savoir que Pirelli, ils fournissent déjà la Formule 1, ils fournissent déjà beaucoup de catégories comme la Rookies Cup, le Junior GP, le World Superbike, etc. Donc c'est vraiment un gros morceau qu'ils viennent encore de récupérer. Peut-être que Michelin devrait avoir peur. Mais en tout cas, ça sera intéressant de voir, je sais pas ce que vous en pensez, à partir de l'année prochaine, savoir quel team s'en sortent le mieux avec les nouveaux réglages de châssis à trouver pour ces catégories sur ces pneus. Ouais, techniquement, ça va être un gros changement pour eux aussi. C'est vrai qu'on sait que le passage au Michelin va être un peu compliqué. À voir en plus de ça, si en fonction de comment ça se passe, ils se décident de monter en MotoGP aussi. Ouais, j'ai pas le souvenir, j'ai pas regardé à nouveau les dates pour lesquelles Michelin avait prolongé dernièrement, mais pourquoi pas. Ouais, on a aussi la grosse rumeur discussion qui a fait débat pendant le week-end d'Assen. C'est les bruits de couloir sur lesquels Honda et Yamaha auraient demandé à avoir un retour de concession sur leur team les concernant pour leur permettre de s'améliorer et de récupérer en potentiel mécanique du fait de leur qui sont complètement à côté de leur pompe depuis quelques années. Et qu'est-ce que vous en pensez les garçons de ça ? Pour le spectacle, on peut dire c'est bien que les deux constructeurs puissent remettre leur moto au niveau, mais après c'est pas très fair par rapport aux autres. Pierre a quitté la conversation, il veut même pas en parler. Si je commence ça, je vais m'énerver tout seul. En plus, je le sais. On verra si ça devient quelque chose de concret et pas juste. Je pense que c'est une réalité. Je pense pas que ce soit une rumeur. Je pense qu'il y a vraiment une discussion en cours. Voilà, mais on verra si quelque chose en sort ou pas. Et à ce moment-là, je parlerai. Mais pour l'instant, le règlement il est tel qu'il est jusqu'en 2027. Donc. Parce que pour l'instant, de toute façon, la discussion, les seuls bruits que nous on a pu avoir dans les médias, c'est que Honda et Yamaha avaient demandé ça et qu'Aprilia avait mis leur droit de veto dessus pour l'instant. Et on n'en sait pas plus, on ne sait pas dans quelle mesure les concessions seraient là. Enfin, c'est quand même très flou en termes de détails. Donc, mais on aura forcément plus d'infos à la reprise. Bon, et du côté des remplaçants et des changements de team, on a vu Lequana revenir en remplacement de Mir ce week-end et Bradle qui remplaçait Rins. Donc il fallait vraiment pas qu'un pilote Honda autre se blesse parce qu'il y avait plus personne à faire venir pour piloter chez OHRC. Ponson était pas disponible. Et en Mondial Superbike pour Lequana.
Non, Poisson n'était pas disponible, comme disait Stéphane en off. S'il passe en Superbike français, il a plus le temps, c'est fini. Et il doit faire le record de la piste à Carole bientôt. Bon, on va passer au récap des courses. T'as oublié. Gresini, donc voilà, prolongé avec Ducati pour l'année prochaine. Voilà, c'était le seul team satellite qui n'était pas confirmé en termes d'équipement pour l'année prochaine. Donc ils ont signé à nouveau un contrat d'1 an pour rouler avec des Ducati en 2024. Ce qui veut dire que Ducati reste à 8 motos l'année prochaine. Ouais. Ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle pour eux, du coup. Ouais, mais je pense, enfin, ça m'aurait étonné que le choix soit vraiment autre, en fait. La question qui va surtout se poser, c'est qui va piloter les motos chez Gresini, parce que Digia, sa place, elle est quand même un peu en péril. Il y a Arbolino qui pousse aussi à la porte. C'est plein de... Moi, j'ai hâte qu'on revienne en Angleterre pour le Grand Prix de retour, parce que c'est là où ça va vraiment commencer à se décanter. Donc, ça va être intéressant de savoir qui va où. Ouais, mais pour autant, je pense qu'Alex Marquez, sa place devrait pas trop être menacée. Hein. Il fait des performances correctes quand il tombe pas. C'est-à-dire, ou quand il est pas chat noir, parce que bon. Ouais, parce qu'il a un début de saison qui est pas déconnant. Non, c'est vrai qu'il y en a sur la moto, il est très bon, Alex. Marquez, t'as eu un doute sur lequel. Ça finit par 3, mais c'est tout. Bon, on va passer au récap des courses. On va commencer tout de suite avec le Moto-E. Pierre, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce week-end de Grand Prix pour eux alors Pays-Bas. Rapidement, donc c'est Zanoni, Casadei et Spinelli pour un trio italien qui sort de la Q1. En Q2, c'est Casadei justement qui fait la pole devant Torres et Ferrari pour compléter la première ligne. En course 1, après avoir pris la tête de course au premier tour, Ferrari ne sera pas repris. La course pour le podium est assez peu disputée, mais la 4e place entre Casadei, Mantovani et Granado permet de voir quelques belles actions. Ferrari l'emporte finalement devant Jordi Torres et Andy Krummenacher. En course 2, donc on a Torres qui part bien et derrière, belle bagarre entre Granado et Ferrari pour la 2e position. L'Italien va se défaire du 51. Pas le pastis, mais bien le pilote brésilien pour revenir sur Torres. Ferrari va s'emparer de la tête de course et l'emporte sur la ligne face à Torres, 3e Casadei. Au classement du championnat, donc on a Torres toujours en tête avec 144 points. Ferrari est bien revenu avec ses 2 victoires, 136 points. Garzo et Krummenacher se partagent la 3e marche du podium avec 98 points chacun. Ce que je peux vous proposer en discussion post-course, enfin, je sais pas si vous avez les courses, mais c'est la domination de Ferrari. On parle pas de la Formule 1 ce week-end en Moto-E à Assen. Oui, moi j'ai regardé les courses. Ce week-end pour une fois. Enfin, je les regarde un peu plus assidûment depuis le début de saison, mais Ferrari, je l'ai trouvé vraiment fort, et même Torres au final, enfin, il est toujours là. C'était vraiment un week-end, enfin c'était des courses qui étaient sympas à regarder, il s'est rien passé d'incroyable, mais c'était vraiment chouette à voir, et Ferrari était très fort, donc c'était vraiment pas mal. Si on n'a rien d'autre à rajouter sur le Moto-E, Stéphane, je te propose de nous débriefer une course sur laquelle il y en avait des choses à dire, c'est le Moto3. Ouais, allez, une course qui fait du bruit. Donc pour les qualifs, donc en Q1 passe Furusato, Fernandez, Honshu et Toba. En Q2, donc c'est Munoz qui réalise la pole position devant Kaiso, Rossi et Sasaki. La course, donc c'est Munoz qui va réaliser le all shot alors que le leader du championnat, Holgado, qui partait dernier, chute dans le premier tour. Il faut attendre la mi-course pour se redétacher un groupe de 10 furieux qui va être composé de Nepa, Ortola, Munoz, Massia, Sasaki, Fenati, Honshu, Kelso, Rueda et Berrer. Et après de belles passes d'armes, comme c'est souvent en moto 3, il faut attendre les derniers virages pour voir Massia s'imposer devant Sasaki et Honshu. Au classement général, Holgado reste leader avec 125 points devant Massia qui compte 109 points, Sasaki 3e avec 99 points, Ortola 4e avec Honshu avec 94 points. Ce que je peux dire en tout cas, après vous me dites ce que vous en pensez, mais c'est que Holgado, pour moi, il a grillé une très grosse cartouche ce week-end avec sa chute, puisqu'il laisse Massia revenir, et il faut pas qu'Holgado rechute à nouveau, parce que derrière ça pousse fort, et sa première place au championnat peut être grandement menacée.
Ouais, pour moi, il a fait un week-end catastrophique, un week-end où il s'est un peu énervé, j'ai l'impression, et ça l'a pas aidé ce qui s'est passé en course. Après, il a l'avantage que ce soit la trêve estivale et qu'il va pouvoir décompresser entre guillemets avant de revenir fort, parce qu'on sait qu'il est aux avant-postes, qu'il est très très fort. À l'inverse, ça fait plaisir de voir Mazia à ce niveau, sachant que c'était une course où il y a eu beaucoup de dépassements, où c'était compliqué de suivre, d'arriver pour moi à suivre qui était en tête tellement ça bougeait. De toute façon, c'est ce qu'on aime avec le Moto 3. Mais ouais, c'était vraiment un bon week-end de course sur lequel pour moi il y a pas grand chose à dire, sauf le fait que Olgado a fait un week-end très compliqué, et que Sasaki encore une fois était là, que Honshu marque des points. Donc franchement, en tout cas, moi, c'est une course que j'ai apprécié voir et qui fait que, encore une fois, on sait pourquoi on aime le Moto 3. Et c'était presque pour moi une des plus belles courses du week-end à la scène. Ouais. Bah, sur le début, et puis même sur le début de saison, en fait, c'est une course où il y a autant de dépassements, et d'avoir un groupe de 10 pilotes aux avant-postes, c'est toujours, on sait que ça va bouger, et ce qui est assez étonnant, c'est de pas avoir vu de chute, sur ce groupe, jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est quand même très rare. Ils ont été intelligents, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à se bagarrer sans aller vraiment au contact et faire chuter les uns les autres, en fait. Donc, course en intelligence des 10 premiers. Pierre, qu'est-ce que t'en as pensé de cette course ? Je vous rejoins sur tous vos points. Moi, ce que je note, c'est quand même la belle course de Colin Verrer qui jouait à domicile. C'est son deuxième meilleur résultat cette saison, cette 7e place. Il termine à moins d'une seconde de la tête. Donc ça, c'est toujours bien d'avoir un pilote comme ça, performant à domicile, entre guillemets. Je note également le podium de Honshu. Voilà, c'est toujours intéressant, même s'il a fait quelques erreurs cette saison. Il est toujours dans la course au championnat. Il est un peu loin quand même, Honshu. Ouais, il est à 30 points. Ouais. 30 points, ça va. On est à la 8e course. Ouais, mais je trouve qu'il a quand même manqué on va dire, d'intelligence sur quelques courses. Et je trouve que par rapport à d'autres, il lui manque ce petit truc. Ouais, je suis d'accord. Il est pas assez régulier. Il est pas assez régulier. Un petit Reda là qui termine 6e encore. Pareil, pour un rookie, c'est super. Donc bravo à lui. À noter, mais bon, c'est parce qu'Olgado a fait n'importe quoi ce week-end qu'Anna Carrasco ne finit pas dernière. Voilà. Vu comme ça. Et, par contre, pour rebondir sur Rueda est 9e au classement général, et il est pas si loin du 8e, parce qu'il est à 52 points derrière Artigas, qu'on a 57. Pour un début de saison, c'est vraiment, pour un début de carrière en Moto 3, il arrive quand même à grappiller des points là où il faut, et c'est vraiment pas mal, quoi. Ouais. Il a marqué des points sur toutes les courses sauf en Argentine, quoi. Donc c'est super. Celui sur lequel moi j'ai envie de rebondir rapidement, mais c'est parce que il remplace Lorenzo Felon. C'est le début de saison d'Andrea Mignot qui est quand même très en dents de scie. Et c'est assez étonnant, puisqu'il a fait des courses quand il est arrivé, c'était en Argentine, sur lequel il a fait un podium, des courses sur lesquelles il était très bas dans le classement, sur lequel ensuite il remonte, et là il est en fond de classement. C'est vraiment très peu régulier, et je me demande si on se posait la question de est-ce qu'il va pas donner envie au team d'être gardé l'année prochaine finalement, et de lui donner un guidon. Là, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué de se projeter pour un team avec un pilote aussi variable sur sa moto. Et après, peut-être qu'il est variable parce que peut-être qu'on lui dit, je sais pas, peut-être dans son team, il dit, t'es reconduit d'une course à l'autre. Et peut-être que pour appréhender un championnat, c'est peut-être compliqué aussi, tu vois, de pas savoir ce que sera fait le lendemain. Tu vois, de travailler avec ses ingénieurs, avoir fait des tests, comprendre un petit peu le team. Je pense que arriver comme ça au pied levé, c'est peut-être compliqué aussi pour lui. Ouais, après là, j'imagine qu'il savait qu'il restait jusqu'aux Pays-Bas, parce que Lorenzo Felon l'a annoncé à partir du Mans, que sa convalescence était encore longue. Donc après, on verra s'il est de retour pour Silverstone. Ça serait une bonne nouvelle pour lui en tout cas. Bon, Pierre, on va pouvoir passer au Moto 2 si tu le veux bien. Donc passons au Moto 2. Donc en Q1, c'est Baltus, Alcoba, Vietti et Garcia qui sortent de cette qualif. En Q2, on a Lopez, Dixon et Ogura qui formeront la première ligne. En deuxième ligne, Aldeguer, Dixon, Acosta. En course, Lopez va conserver son avantage de la pole position et franchit le premier virage devant Ogura et Dixon.
qui est bien parti. Arbolino, lui, parti 10e également, fait un bon départ et se positionne 6e juste devant Acosta. Ce dernier va répliquer et prend l'avantage sur l'Italien avant la fin du premier tour. Les positions vont se stabiliser assez rapidement. Aldeguer, qui a coupé la chicane, va écoper d'un long lap alors qu'il occupait la 6e position. Devant, ça bouge avec Dixon qui prend le meilleur sur Ogura pour la 2e place et Dixon cravache pour recoller au premier. Chantra va alors chuter au virage numéro 1. À la mi-course, on a donc Lopez, Dixon, Ogura et Acosta qui forment le groupe de tête. Canet mène la charge, lui, derrière avec le peloton pour essayer de recoller. Dixon va s'emparer de la tête et Alonso Lopez alors ne peut pas résister. Il va se faire passer successivement par Ogura et Acosta. Dixon va commettre une erreur à 8 tours de la fin en prenant bien trop large et c'est Ogura qui s'empare de la tête de course suivi par Acosta. Dixon est alors 3 à ce moment-là. Au tour suivant, c'est Acosta qui commet une erreur et qui doit couper la chicane pour éviter la chute. Dixon en profite pour le repasser, mais l'Espagnol va écoper d'un long lap et Ogura en profite pour accroître son avance en tête de course. Acosta va effectuer son long lap qui sera déclaré valide par la direction de course alors que depuis les caméras officielles, il semble rouler hors des limites du long lap. Donc on va en reparler, je pense. Dixon, pendant ce temps-là, est bien revenu sur Ogura et va porter son attaque à 2 tours de l'arrivée pour s'emparer de la tête de course. Attaque très virile qui force Ogura à s'écarter de la trajectoire et perdre du temps. On peut aussi revenir sur ça d'ailleurs. Dixon va gagner devant Ogura et Acosta, Aldeguer 4, Canet 5 et Alonso Lopez 6 au championnat. Arbolino mène toujours avec 148 points devant Acosta 140. Dixon revient bien avec 104 points, Lopez 92 et Canet 76. Ophélie, de quoi tu voulais nous parler? De la pénalité d'Acosta, on peut en parler. Je pense qu'on peut faire un TED Talk dessus tellement c'est n'importe quoi. Enfin, pour moi, que ça paraît complètement lunaire. Donc, comme tu l'as dit, pour rappel, il avait un long lap où sur les caméras et tous les angles de vue qu'on a pu avoir, il passe dans le vert. Et son long lap a été considéré comme valide. Alors qu'il y a quelques courses, Fabio a fait exactement la même chose et que ça n'a pas été considéré comme valide et il a dû le refaire. Pour moi, c'est complètement lunaire. Et l'argument de la direction de course, c'était qu'il ne pouvait pas le voir, que c'était pas assez qualitatif pour qu'il le voie. Enfin, je comprends pas. Et j'ai beaucoup de mal à comprendre ce qui s'est passé dans leur tête. Je suis d'accord. Ce qu'on peut noter qui est bizarre quand même, c'est que pour les limites de la piste, il y a des capteurs intégrés. Par contre, pour les limites des long laps, il n'y a pas de capteurs intégrés. Donc, effectivement, ils doivent se baser sur les caméras uniquement pour savoir si un long lap est réussi ou pas. Bon, après, on n'est pas directeur de course. On voit le truc, alors t'es directeur de course. Tout le monde a vu qu'il passait dans le vert. Il n'y aurait même pas eu de polémique sur ça, en fait. Bah, puis surtout, en fait, quand tu sais ce qui s'est passé en MotoGP, les 2 courses pour Binder, tu te dis que bon, il y en a un des deux qui est un peu le dindon de la farce. Ou Fabio, comme tu disais, qui met un quart de demi-roue sur le vert. Ok, il était aussi, il était out, il prend un deuxième long lap, ça aurait dû être la même chose pour Acosta. Oui, c'est ça, on critique pas le fait qu'il soit pris un long lap, on critique le fait qu'il soit considéré comme valide alors qu'il est pas valide. Clairement pas le cas. Non, je suis d'accord. Surtout. Bon, après, les décisions de la direction de course depuis ce début de saison sont un peu floues. En plus, c'est pas, sur ce circuit-là, les long laps, ils sont pas très pénalisants quand même. C'est-à-dire qu'il a fait son long lap, il est reparti à la même position, il a rien perdu. Ouais, et à part ça, par contre, il y a une chose dont on peut parler qui est vraiment une bonne nouvelle pour ce pilote, c'est la victoire de Dixon, sa première dans la catégorie. J'ai trouvé qu'il a bien maîtrisé sa course, à l'exception de l'attaque, comme tu disais, sur Ogura, qui était très musclé et un peu border pour moi. Mais par contre, l'émotion du pilote dans le parc fermé était vraiment belle à voir et ça fait plaisir de voir qu'il y a des pilotes qui prennent autant à cœur ce qu'ils font, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. C'est un pilote, ça fait un certain temps qu'il est dans la catégorie et qui avait toujours pas obtenu cette victoire. Sa joie, c'était toujours agréable à voir. Pour moi, honnêtement, il méritait peut-être quelque chose. En fait, c'est pas forcément qu'il méritait une pénalité suite à son dépassement sur Ogura. Mais en fait, il y a des pénalités tellement pour tout maintenant que tu te dis c'est presque injuste de pas sanctionner ce type de block pass, même si à la limite, j'aurais été 10 ans en arrière, j'aurais rien dit parce qu'il y en avait tout le temps en fait des trucs comme ça. Mais aujourd'hui, c'est devenu tellement touchy. Ogura, il est obligé d'élargir, il rate complètement son virage et après, il est déjà presque à 1 seconde du pilote, il peut plus du tout revenir parce que le dépassement, il a été obligé de changer de trash, de rater son freinage et tout quoi. Donc
Donc c'est un peu dommage. Après, content pour Dixon et rien à redire. Hein. Juste à redire un peu sur les journalistes anglais derrière qui sont enflammés en faisant des articles comme quoi Dixon allait en MotoGP sur la Yamaha l'année prochaine. Les journalistes, c'est-à-dire le journaliste anglais, le seul, l'unique. Ouais, il devait avoir du papier à vendre. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve ça un peu lunaire le fait qu'on annonce Dixon en MotoGP sous prétexte qu'il a gagné une course. Après, le papier en question disait très justement que ce qui fait aussi, c'est que les Anglais poussent au niveau de la Dorna parce qu'il y a des sponsors, qu'il n'y a pas de pilote anglais en MotoGP. Mais ça a été beaucoup comparé à la carrière de Fabio Quartararo. Moi, j'ai un peu de mal à voir le talent pur que peut avoir Fabio. On dirait ce qu'on voudrait. Il a un talent de pilotage qui est quand même qui est quand même là et qui existe. Dixon, il pilote sa moto, mais il a pas ce truc que pouvait avoir Fabio. Et je pense que c'est plus comparable à un Nakagami qui monte en MotoGP pour une question de nationalité, une question de sponsor, etc. Donc si on parle, pour moi, si on parle de Dixon en MotoGP, c'est pas une question de talent. Enfin, s'il y a quelqu'un à faire monter en MotoGP pour l'instant, c'est Acosta et Arbolino, mais pas Dixon. Malheureusement, tu sais comment ça se passe en sport mécanique. Hein. Tu peux être le meilleur du monde, si t'as pas d'argent, tu iras nulle part. Alors là, peut-être qu'il a beaucoup d'argent et du coup, il peut peut-être trouver un guidon, mais malheureusement, on sait que c'est pas forcément le talent qui fait que t'es dans la catégorie reine ou pas. Et après, pour rebondir sur ce sujet, après, de niveau intrinsèque, quand ça fait 10 ans que t'es sur une série et que t'as jamais gagné de course, tu peux pas prétendre aller plus haut. C'est ça, c'est sa 6e saison. Acosta, ça fait et à peu près il a gagné plein de courses. 6e saison et c'est à peu près son 72e départ. Donc ouais, effectivement. Ouais. Là, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a quand même un passif, ça fait un moment qu'il est là, quoi. C'est comme si tu m'avais dit McPhee va monter en MotoGP parce qu'il a gagné une course. Ça aurait été. Ouais, c'est ça. Parce que malheureusement pour lui, je pense qu'il y a un peu de coup de chance dans le fait aussi que Lopez, qui est très très bon, et qui a un bon potentiel aussi, et arrive pas pour l'instant à concrétiser quand il fait des pole positions. Il arrive pas à rester devant. Ça aide aussi parce qu'un pilote qui fait la pole position et qui arrive à rester devant, Dixon il suit pas. Et il faut aussi noter pour Dixon qu'en 2021, il avait piloté 2 fois la Yamaha M1 en remplacement de Viñales, qui avait fait un rash kit. J'avais complètement oublié que c'était Dixon qui était allé le faire. Ça avait pas été. Alors ça devait être Toprak, puis ça n'a pas été Toprak, c'était compliqué. Bon bref. Et du coup ça n'avait pas été. Et voilà, c'était un rookie totalement. Il découvrait cette moto, mais je veux dire, il a pas brillé. Aucun observateur s'est dit oh là là, malgré le fait qu'il soit débutant, il est vachement prometteur. Il faut le faire monter, tu vois. Donc pour moi, je dis pas qu'il mérite pas, mais s'il faut absolument un Anglais en MotoGP, bah écoutez, moi j'en vois un. Dire qu'il mérite pas. Réa, il attend toujours sa place. Oui, mais. Non, mais voilà, s'il faut vraiment un MotoGP, un mec talentueux qui a du potentiel, même s'il est plutôt jeune, bah c'est Réa. Aujourd'hui en anglais. Mais c'est pareil, il a le potentiel en mondial, il a peut-être pas le potentiel en MotoGP. On est d'accord. Mais pour moi, si tu prends que des pilotes de Moto2 et que font en anglais, t'as Dixon, Sam Lowe's. Si tu te bases juste sur le nombre de faits qu'ils aient fait des victoires, tu prends Sam Lowe's, en fait. Ça reste pas pertinent. Sam Lowe's, il a eu sa chance, mais il était mauvais, mais c'était sur une Aprilia, donc bon. Dans ce cas, tu peux dire qu'il y a Scott Redding aussi, qui peut être en MotoGP. Ah oui, Scott. Ah oui, s'il vous plaît, faites-le revenir. Je l'adore. Boire des bières. Bon, et puis je vous ferai pas l'affront de parler du week-end de Vietti, mais qui fait un top 10 quand même. C'est à noter. Il sauve les meubles, quoi. On va pouvoir passer au MotoGP, sur lequel il s'est passé plein de choses. Et moi, un week-end qui m'a ravi, vous vous en doutez. Du côté des qualifs, c'est Zarco et Oliveira qui vont réussir à se sortir de la Q1, et en Q2 c'est Bezzecchi qui va marquer la pole position pour ce week-end, suivi de Bagnaia, Marini, Quartararo, Binder, Aleix Espargaro, Viñales et Zarco. Du côté des courses, en course sprint, au départ de cette course sprint, c'est Bagnaia qui fait le all shot devant Binder, alors que Bezzecchi prend la 5e position. Bagnaia tente de creuser l'écart, sachant que derrière
derrière, Binder, Bezzecchi et Quartararo sont là parce qu'ils ont envie d'en découdre. Bezzecchi réussit à remonter, passe Bagnaia et vient creuser l'écart entre les deux pilotes. Derrière, Martin et Espargaro tentent de garder le contact et on se retrouve avec 5 pilotes dans le groupe de tête. Bagnaia remonte et tente d'aller chercher son compatriote, mais il devra se contenter d'une seconde place ce samedi puisque c'est le poleman qui vient s'attribuer la plus haute marche du podium. Rien ne change dans le classement jusqu'à l'arrivée, mais Binders va pénaliser 3 secondes pour être passé dans la chicane, dans le verre de la chicane, dans le dernier tour, ce qui lui donne la 5e place et offre le podium à Quartararo. On a donc au classement final Bezzecchi, Bagnaia, Quartararo, Espargaro, Binder et Martin. Et du côté de la course du dimanche, on a, c'est à noter quand même parce que c'est un fait important pour les pilotes, ça change beaucoup de choses, le fait qu'il faisait 30 degrés dans l'air ambiant et 51 degrés au sol, donc ça change beaucoup et on verra que pendant cette course ça n'a pas aidé certains pilotes. À l'extinction des feux, c'est Binder qui prend le meilleur départ devant les deux comparses italiens, Bagnaia et Bezzecchi. Un départ compliqué pour le poleman à cause d'un contact avec un autre pilote. Derrière, Marini et Espargaro se touchent et l'Espagnol perd un bout d'aileron dans le contact. Devant, c'est sans grande surprise que Pecco vient reprendre la tête de la course sur Binder pour la conserver jusqu'à la fin. Beaucoup de chutes dans l'ensemble sur cette course puisque Miller se rate et c'est nos deux Français qui tombent ensemble. Fabio perd l'avant, Zarco au même moment se place pour venir à l'intérieur et Fabio l'emmène dans sa chute. Et derrière, on a à nouveau une chute. Quand je vous dis que ça ne s'arrête pas, c'est Vignales dans le virage 8. Un week-end très compliqué pour l'Espagnol. Devant, le trio tête de composé de Bagnaia, Binder et Bezzecchi mène la course, suivi de près par Espargaro. Marco Bezzecchi se laisse distancer à plusieurs reprises avant de recoller. À 10 tours de la fin, il réussit à remonter sur Binder et tente de revenir sur Bagnaia. Binder se retrouve à la lutte pour la 3e place avec Espargaro et Martin. Mais les places ne bougeront plus et c'est Pecco qui s'offre la victoire avant cette trêve estivale, suivi de Bezzecchi, Binder, Espargaro et Martin. Cependant, parce qu'on aime bien les blagues chez la direction de course, ils aimeraient rajouter du piment. Le dimanche en ce moment, Binder, comme en course sprint, se voit être pénalisé pour être passé dans le vert dans la chicane dans le dernier tour. Il perd donc une place et c'est Alex Espargaro qui monte sur le podium. On notera aussi, quand je vous disais que les chutes ça ne s'arrêtait pas, la chute de Di Giannantonio, l'abandon de Lequana et Oliveira. Au classement au championnat, on a Bagnaia avec 194 points, Martin avec 159, Bezzecchi avec 158, Binder 114 et Zarco 109. Ça en fait des choses avec des pénalités ce week-end. Surtout que les garçons, surtout que Martin aurait dû avoir une pénalité parce qu'en fait on voit une image où lui aussi est clairement dans le vert à la dernière chicane et il aurait dû prendre 3 secondes. Oui. Ce qui n'aurait pas changé le résultat de la course, mais il aurait dû prendre 3 secondes. Oui, donc du coup il aurait été peut-être derrière Bezzecchi au championnat du monde. C'est vrai, et ça, on adore. Ouais. Mais qu'est-ce que vous avez pensé de cette course, les garçons? Enfin, de ces courses? Je commence. Moi, j'ai bien aimé les deux courses. Alors oui, il n'y a pas autant de bagarres qu'on peut espérer, mais c'est des belles courses. Le pilotage, que ce soit Bezzecchi ou Bagnaia, quand ils sont en tête, il est toujours agréable à voir. Et derrière, il y avait de la bagarre pour les positions, on va dire, après le podium. Et même pour le podium... la bagarre Binder, Quartararo, il n'y a pas forcément eu beaucoup de dépassements, mais en fait, la moindre erreur pouvait se payer cash parce que les pilotes se suivaient de vraiment très près. Donc, ouais, ça se collait vraiment pas mal ce week-end. Et l'avantage, en plus de ça, comme tu me dis, il y avait la bagarre Binder-Quartararo. L'avantage, c'est que pour une fois, c'est un circuit qui cache, entre guillemets, les défauts de la Yamaha et qui permettait à Quarta d'aller marquer des points, donc il allait pas s'en passer. Mais c'était vraiment ce qui pouvait le pousser à la limite, ce qui s'est passé le dimanche de toute façon, et ça c'est vraiment dommage. Surtout qu'on le rappelle, il s'était blessé au pied en allant courir et du coup il avait une fracture. Donc là ça fait il fait un podium le samedi du fait de la pénalité de Binder. Et le dimanche, il chute et il se blesse encore plus puisque apparemment sa fracture au pied s'est déplacée et on l'a pu le voir avec le bras en écharpe et il se faisait opérer le lendemain de la course. Donc c'est quand même un week-end très très mitigé pour le Français. Moi je trouve que c'est un week-end. Encore une fois, je trouve que Bagnaia il joue de chance, je mets des guillemets, parce que sur chaque course en fait, les seconds c'est jamais les mêmes. Donc une fois c'est Martin, une fois c'est Bezzecchi, une fois ça va être Binder, Miller, et en fait c'est jamais les mêmes. Et du coup Bagnaia, alors, comme il arrive à rester de plus en plus sur sa moto, même s'il mène la course, et ben finalement derrière, comme tout le monde se mange un peu des points, bah il a au final à peu près une 50aine de points d'avance sur le deuxième.
Oui, il est très constant. En vrai, de toute façon, si Tomé ses chutes qui sont pas non plus, il y a pas un papyrus de ses chutes depuis le début de la saison. Pierre, corrige-moi si je me trompe, mais il est tombé 3 fois. Il a 3 fois sur 8 courses. Et en fait, c'est pas 8 courses, c'est 16 quand tu prends les sprints. C'est pas grand chose. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, bon, tu dis comme ça, mais c'est-à-dire que derrière, en fait, il n'y a pas quelqu'un qui est un vrai deuxième, en fait. Quelqu'un de régulier, c'est une fois Bézé qui sera second, la fois d'après, il sera 8e, la fois d'après, c'est Martin qui sera second, et la fois d'après, il va chuter. En fait, il y a personne derrière qui est capable d'être constant sur l'ensemble des courses et l'ensemble du championnat. Oui, c'est sûr. Après, je dis pas ça du tout parce que c'est Bezzecchi, mais je pense que Bezzecchi, faut aussi prendre en compte qu'il est encore, à l'inverse de Bagnaia, il est encore en découverte de cette moto, puisque lui, il a pas quand tu vois ce qui est... Oui, il connaît la moto, mais il a pas l'expérience que peut avoir Pecco, parce qu'il est quand même capable de mener tout un week-end. Quand tu regardes, il a fait, sans faire le tour le plus rapide du week-end sur les séances d'essai, il a mené toutes les séances d'essai, il a mené les qualifs, il a mené la course sprint. Il restait plus que la course du dimanche et il raflait tout. Donc c'est que quand même, il est en mesure de tenir. Sur ce week-end-là. Mais ça a été le cas quand même sur le début de saison. Il a quand même fait un très bon début de saison. Martin, il a fait un bon week-end depuis le début. Mais je dis pas qu'il fait pas un beau début de saison. Il fait un très beau début de saison. Mais je trouve que il arrive pas à se placer constamment à chaque course dans les 4-5 premiers. C'est ça que je veux dire. C'est ça, cette irrégularité, en fait. Il est jamais tout le temps bien placé. C'est qu'il va être très bien placé. Après, un peu moins bien placé, mais le un peu moins bien placé, ça laisse toujours des points pour les autres, donc, et en l'occurrence pour Bagnaia. Oui, c'est clair. Mais à l'inverse, pour moi, d'autres pilotes comme Martin, c'est un des rares, et ça je l'avais déjà dit dans d'autres épisodes, mais c'est un des rares, je trouve, qui va réussir à t'expliquer concrètement pourquoi il a été en galère sur les week-ends. Et je trouve que c'est une bonne chose, c'est qu'il a un vrai recul sur ses courses. Je vais vous départager. De toute façon, les deux, ils sont à 1 point de différence au championnat. Voilà. Ils ont pas tout à fait les mêmes soucis. Je trouve que Martin a raté son début de saison jusqu'à Jerez, et depuis, c'est beaucoup mieux. Alors que Bezzecchi, je rejoins un peu Stéphane, il y a eu des trous d'air. C'est-à-dire que il y a un moment où il va être incroyable comme ce week-end, et quasiment intouchable, à l'exception de Bagnaia peut-être. Et il y a des moments où il est moins bon. Alors ça veut pas dire qu'il finit 20e, hein. Ça veut dire que quand il est moins bon, il est top 10, top 8, ce qui est très bien. C'est pour être champion dans le championnat actuel, faut quand on est dans un jour un peu moins bon, faut faire les jours comme Bagnaia, c'est-à-dire finir 4e, 3e quand on est moins bon, et quand on est au top, finir premier, quoi. En tout cas, aujourd'hui, ça se joue comme ça. Après, la saison est encore très longue, on n'a pas passé la mi-saison, donc il suffit d'une grosse blessure. Oui. Pour tout remettre en question, ça va très vite, hein. Il y a 37 points à prendre par week-end. Donc, faut faire attention. Bagnaia, il a un peu plus de 40 points d'avance, mais il y a rien qui est joué. À la limite, ce qu'on pourrait presque dire, c'est que ça semble se dessiner qu'il sera un pilote avec Ducati qui gagne le championnat, parce qu'à part Binder, on a... Oh, tu nouilles pas trop, Pierre. Voilà, mais il y a Binder qui a quand même 114 points, voilà. Mais sinon, déjà, on semble se dessiner ce scénario. Mais entre Zarco, Bezzecchi, Martin et Bagnaia, je pense que... Aujourd'hui, quand tu vois un peu les forces en présence, tu te dis... au niveau de performance, il a quand même la voie royale pour avoir son deuxième titre. Je suis d'accord avec toi, mais comme je dis, je pense pas qu'il y ait des contre-performances de sa part, mais je vois plus le risque de blessure qui peut gâcher sa saison. Mais de toute façon, après... Binder, il est très fort, ça c'est une chose. Concernant Bezzecchi, parce que c'était un peu celui qu'on prétendait au titre en début de saison vu qu'il était en tête, il le cache pas, hein, que son gros point faible sur les courses pour l'instant, c'est certains départs sur lesquels il s'est complètement foiré, et c'est aussi les choix de pneus, et les choix de pneus ça fait beaucoup. Si à partir du moment où tu sais que ton pneu il te permet pas de tenir la course en tête tout du long, ça devient compliqué, et c'est pas comme ça que tu vas marquer des points. C'est sûr. Mais par contre, ça m'a fait beaucoup rire. Je sais pas si vous avez vu cette image. Je pense que vous l'avez vue parce qu'elle a beaucoup tourné, de la cool room avec Bagnaia, Espargaro et Bezzecchi, où Bezzecchi parle avec Bagnaia, et Bagnaia lui dit heureusement que t'avais pas pris les médiums, et t'as Bezzecchi qui lui répond oui parce que sinon je t'aurais encore bouffé. Alors il lui dit pas bouffé, il lui dit plus vulgairement en anglais, mais ça m'a fait beaucoup rire parce qu'ils sont vraiment ils sont bruts de décoffrage les deux ensemble, il y a pas de filtre. Des motards. C'est des amis, ça se sent que voilà. Ouais.
Après, je reprends les termes de certains, mais des amis, j'ai hâte de voir en fin de saison s'ils seront toujours copains, s'ils sont l'un contre l'autre pour le titre. Bah, il y aura peut-être plus d'amitié là. Oh. Après, je pense que les deux, hein, ils mettent leur casque, ils sont pas copains sur la piste. Bah non, sinon tu laisses passer ton pote. Ils vont pas se faire cadeau. Ouais, bah alors ça, Ducati, on verra en fin de saison. Ah, Martin, l'année dernière, il y avait pas eu de consigne de course. Hein. Lui, il s'en foutait. Bezeki aussi d'ailleurs. Mais oui, c'est vrai. Et Bassani non plus, il s'en fichait des consignes de course. Il dit non, moi je laisse pas passer, il a qu'à me passer. Hein. Moi, je vais juste répéter ce qu'a dit Siabati il y a pas si longtemps que ça au micro. Les consignes de course, on a eu l'année dernière parce que c'est un pilote Ducati qui se battait contre un pilote d'une autre marque, voire deux si on compte Alessi Spargaro et Fabio Quartararo. Et alors qu'aujourd'hui, si le championnat devait jouer entre Bagnaia, Martin et Bezeki, ou un des trois, Ducati, d'après ce qu'a dit Siabati, ne donnerait pas de consignes de course et considère que chaque pilote aurait la chance pourrait jouer sa chance parce que tant que c'est une Ducati qui gagne, ça convient à l'équipe, à l'usine. À voir. Je suis pas d'accord avec ça parce que si c'est pas les rouges qui gagnent, ils font un peu la gueule dans les propriétaires. Bah, qui fait la gueule? L'équipe officielle, oui, mais est-ce que l'usine fait la gueule? C'est ça la différence. Bah oui, parce que c'est pas officiel, c'est pas ton officiel qui gagne, c'est pas pareil, ça pas la même. Ouais, mais regarde DJ, etc. Quand Bezeki gagne, tu les vois dans le paddock de la VR46. Tu les vois aller le féliciter. Ils sont quand même très présents auprès de Bezeki du moins. Donc il y a sûrement, je pense que pour le coup, je pense que ce que dit Pierre, je remets pas en question ce que dit Pierre de toute façon puisque c'est les dires de Siabati, mais je pense que les discussions sont différentes maintenant que c'est lui aussi qui est aux avant-postes et en plus de ça, la VR46, ils ont quand même des gros sponsors pour Ducati, ils brassent de l'argent. Je suis pas sûr que ce soit mal vu que ce soit une VR. Après, ça peut être compliqué de dire oui, c'est ta moto satellite qui a gagné. Ça, c'est en sûr. fait, aussi, déjà, pour moi, il fait de la communication parce qu'il n'y a pas dire rien. Nous, on est une marque sportive, on empêche nos pilotes d'être sportifs. Donc, il va pas dire le contraire de on les laisse se bagarrer devant la caméra. Et à mon avis, je pense que Ducati officiel met beaucoup plus d'argent qu'un team satellite. Et après, il faut quand même dire à son board que mon équipe qui a coûté tant de millions, elle est à la ramasse par rapport à un petit team avec un pilote, c'est Valentino Rossi, qui a réussi à récupérer 4-5 points de sport pour monter son team. Enfin, t'exagères déjà à la ramasse. Équipe à la ramasse. Extrême, mais tu peux pas dire que ton officiel, avec tout l'argent qu'il brasse, il est derrière des pilotes satellites. Non, mais que ça la foute mal, on est d'accord que ça le fasse pas trop, je suis d'accord. Mais déjà, s'il y a des consignes de course, c'est que l'équipe officielle sera pas à la ramasse, parce que si elle est à la ramasse, il y a pas de débat. Ensuite, moi, ce qui je vois qui risque de poser le plus de problèmes, c'est si c'est Bezeki qui a la lutte avec Bagnaia, parce que si c'est Martin, ils ont tous les deux Martin et Bagnaia, ils ont tous les deux la même moto, la GP23, mais Bezeki a une moto de l'année précédente. Alors là encore, ok, c'est encore pire. C'est-à-dire que la moto la précédente année, elle était meilleure. Ouais. Non, mais c'est ce qu'on dit chaque fois, c'est que les motos, l'année d'avant, on les connaît mieux, ce point est soulevé quasiment à chaque fois. Mais souvent, la différence, le fossé se creuse au moment de la mi-saison. Là, on n'est pas vraiment à la mi-saison, mais il y a la trêve estivale et après, ils vont rentrer dans un tunnel jusqu'à la fin de saison. Donc, la différence entre les motos, on va la voir à ce moment-là. Et si elle existerait. Certains en vont pas. Mais c'est ça, mais du coup, on verra, c'est à ce moment-là que Bagnaia va devoir se démarquer aussi. Et je pense que même pour lui, ça doit être extrêmement frustrant de se retrouver. Mais ça, on l'a vu dans les autres déclarations. Mais c'est extrêmement frustrant pour lui d'avoir des teams satellites qui sont aussi forts. Mais il y a pas que la moto, il y a aussi les pilotes. Enfin, Marini, il s'en sort très bien aussi à ce début de saison. De toute façon, les Ducati en général, si t'enlèves DJA, il y en a aucun qui est à la ramasse. Même Bautista, il est pas à la ramasse avec une Ducati de 2022. Ouais. C'est pas la même catégorie. C'est-à-dire que c'est une moto qui peut convenir à beaucoup de styles de pilotage, pas forcément du MotoGP. Effectivement, Bautista a testé la MotoGP à Misano et a priori a fait des temps tout à fait honorables. Il aurait été P10 en Q2 l'année dernière. Voilà. Sur le même. Mais d'ailleurs, quand il l'a testé, moi, la déclaration que tu nous avais envoyée, Pierre m'a fait beaucoup rire quand il dit qu'il avait jamais testé de moto officielle dans un team officiel. Alors qu'il a été pilote Suzuki officiel.
c'est effectivement rigolo. Il l'a effacé de son esprit. Bon, pour rester et finir sur les pilotes Ducati, on peut parler rapidement du week-end qui pour moi est un week-end complètement raté de Zarco. C'était compliqué pour lui que ce soit samedi ou dimanche. Alors, dimanche c'est pas sa faute. Ouais. Il fait dimanche, il a fait la formation de sapeur-pompier bac à gravier. C'est ça. Que Marquez a sauté. Oui, il a pas eu de chance le dimanche et le samedi, oui, c'est vrai qu'il a eu il a pris le mauvais choix de pneus, puis finalement il a dégringolé, puis finalement il a dit je laisse filer la course, c'est pas aujourd'hui que ça va se jouer, donc je verrai demain ce qui se passe et le lendemain. Mais il disait que c'était extrêmement serré en termes de rythme. Dès que ce soit aussi serré pour la 13e place, c'était quand même que le niveau était très très fort. Ce qu'on sait déjà de toute façon, mais d'une manière générale, son week-end est raté parce qu'il a jamais su trouver le rythme même en practice et il passe par la Q1. Il termine dernier de la Q2, je crois. C'est pas top. Et puis il était un petit peu agacé puisqu'il disait dans ses déclarations, en gros, il disait, je sais pas si c'est le fait que ce soit la trêve estivale, mais ils se sont tous réveillés maintenant. Ils préfèrent se concentrer sur des zones de freinage que sur autre chose. Je pense qu'ils ont voulu aussi tester des choses dans le team, ce qui est dommage en soi puisqu'ils s'en sortent vraiment bien depuis le début de saison. Ouais, mais en fait, dans le partenariat entre Ducati et Pramac, c'est un peu le deal. C'est les pilotes Pramac, des fois, ils servent à tester les trucs avant l'équipe officielle, quoi. Donc, ça peut jouer sur les saisons des pilotes Pramac. Ouais. Et puis un week-end raté avec le début de saison qu'il a fait. Je pense que c'est pas ça qui va impacter sa confiance. Il sait qu'il est en mesure d'aller se battre comme il a pu le faire depuis le début de saison. Oui, tous les top pilotes cette année ont toujours connu un week-end un peu sans. Donc là c'était le week-end de Zarco qui était sans. Mais... Et un week-end sans, c'est aussi le week-end de Viñales. Qui a vraiment fait un week-end où il serait pas venu, c'était pareil, quoi. Que fait-il encore là, ce monsieur? Ah non, mais alors, par contre, Pierre, on va mettre de l'eau dans son vin. Il a fait tomber personne. Il a pas fait tomber Pecco Bagnaia. Le pauvre, il a rien demandé. Course sprint, j'ai vu des super passes d'armes entre Bagnaia et Bezzecchi, où pendant 3 virages, c'était je te prends l'inter, après tu me reprends l'inter au virage suivant parce que je suis à l'extérieur, etc. À chaque fois qu'il sortait des virages, il laissait ce qu'il fallait de place pour que le pilote proprement il puisse suivre sa trajectoire, ce que n'avait pas fait Viñales au Mans pour Bagnaia, et il n'y a eu aucun souci entre Bagnaia et Bezzecchi, et pourtant ils se sont doublés 3 passes d'armes. Donc au bout d'un moment, quand il est à peu près dans le rythme, Viñales pour moi il fait n'importe quoi, et souvent il est pas du tout dans le rythme du tout. Depuis qu'il est chez Aprilia, c'était compliqué. Il y a eu une période où en début de saison, enfin mi-saison l'année dernière, où il a semblé revenir en termes de performance à hauteur d'Espargaro. Donc c'est là où il a été prolongé officiellement dans le Team Usine pour 2 ans. Mais je trouve que là, il est complètement perdu, le garçon. Il est à 2 doigts de nous claquer des rupteurs et de casser encore des moteurs, là. Non, mais après, c'est pas que lui. Moi, je pense qu'il y a quand même une petite haine de ta part envers lui, parce que quand tu prends au moins ça a le mérite d'être honnête. Mais quand tu prends des pilotes qui sont à la ramasse, t'as Nakagami, il est pas mieux, par exemple. T'as Raúl Fernandez, il est pas mieux. Didi, il est à côté de la plaque aussi. C'est juste que lui, il a eu encore une fois un souci technique. Je suis d'accord, mais est-ce que ils ont tous l'ego de Viñales, les pilotes que tu viens de me citer? Raúl Fernandez, je pense que son ego est surdimensionné par rapport à celui de Viñales. Oui, mais, okay. Pierre, quand t'es pilote de moto ou de Formule 1 ou ce que tu veux, tu dois avoir quand même un petit ego, sinon t'es pas pilote. Mais est-ce que eux, ils sont dans un team usine? Parce que voilà, est-ce que aujourd'hui avec les performances de Nakagami, il aurait légitimement le droit d'un siège dans un team usine comme a aujourd'hui Viñales? Après, il s'est passé ce qui s'est passé. Bon, voilà, c'est le passé. Mais après, aujourd'hui, ce qu'on veut dire, c'est qu'Aprilia, de toute façon, depuis le début de l'année, ils sont moins bons que l'année dernière, quoi qu'il arrive. On est d'accord. C'était pas Viñales ou Espargaro, donc Viñales. Ils sont moins bons, mais ils sont quand même dans le top 3 des meilleurs. Oui, mais ils sont moins tranchants que l'année dernière. Comme la moto, elle a fait un step en arrière par rapport au Ducati. Je pense, et par rapport au KTM. Ouais, je pense pas qu'elle a fait un step en arrière. Je pense que le step en avant qu'ils ont fait est beaucoup moindre que, je sais pas si ça se dit d'ailleurs, que les autres. Que KTM et Ducati qui ont vraiment encore enfoncé le coup, ouais. Donc tu vois. De toute façon, pour réussir à suivre Ducati, c'est compliqué. Tu vois, Espargaro cette année, il est que 8e au championnat, tu vois. C'est pas, l'année dernière, il était vachement mieux placé, il était en bagarre pour les titres. Il s'est pas blessé cette année, Espargaro? Je parle d'aller pas de Paul. Ouais, non, mais je sais pas. Et tu vois, et Viñales, pareil, il a que 56 points, il est 12e. Bon, l'année dernière,
il performait beaucoup plus que ça. Donc tu vois, c'est pareil, il a loupé son week-end, mais c'est pas que ce week-end qu'il loupe, c'est aussi la moto qui fait qu'il se pète pas en avant à chaque course comme l'année dernière. Tu vois, on se fout de la gueule de Morbidelli week-end après week-end, on dit qu'il a pas sa place dans un team usine comme Yamaha, bah excuse-moi, il a un point, Morbidelli a un point de plus que Vignales, donc pourquoi on poserait la question à Morbidelli et pas à Vignales? Moi, je trouve légitime de remettre en question son statut de pilote officiel. Je dis pas qu'il mérite pas sa place en MotoGP, hein. Ça reste un mec bourré de talent, attention. Hein. Mais ce qui mérite aujourd'hui sa place dans un team usine, je pense que quand on se pose la question de où va aller Marquez ou Pedro Acosta, c'est des pilotes qui méritent plus des guidons usines que des guidons satellites. Je suis d'accord avec toi sur ce point-là, sur Vignales. Je partage ton avis. Oui, non, ça c'est sûr. Par contre, pour le coup, je suis assez d'accord avec toi. Surtout que Vignales, il doit être bien. Enfin, quand tu regardes à peu près les grilles salariales et si c'est à peu près juste ce que tu vois, il est quand même pas mal payé chez Aprilia par rapport aux autres. Ouais, je pense aussi. Donc je pense qu'on peut parler rapidement de Binder, qui pour rappel s'est pris 3 secondes de pénalité parce qu'il est passé dans le vert dans la chicane dans le dernier tour, les 2 courses. Donc en soi, bon, il se prend une pénalité, c'est une chose. Quand tu regardes les images, c'est vraiment limite. Donc c'est que les capteurs sont vraiment très à la limite. Sachant que, comme tu disais, Stéphane, Martin passe au même endroit et n'a pas de pénalité. Et à côté, on a le dossier Acosta dont on parlait tout à l'heure. C'est un peu le même sujet. Voilà, c'est ça. C'est que des points. Enfin, quelle caméra regarde les commissaires de course, quoi, en fait. Bah non, tu peux pas. Enfin, pour le coup, sur Binder, tu peux pas être plus clair que oui, il passe dans le vert, tu le vois. Mais c'est très limite. Parce que si les capteurs, tu reviens à l'époque où les capteurs n'existent pas, il se prend pas de pénalité. Non, mais je vois pas, c'est que lui, il est pénalisé, et puis à côté de ça, Costa, il est pas pénalisé. Tu vois, encore une fois, et Martin aussi, et lui, il doit être pénalisé. Pour le coup, c'est quand même, encore une fois, 2 salles, 2 ambiances. C'est ça. Ouais, c'est pas normal. Je vous rejoins, je trouve que, alors, moi, pour autant, ça me choque pas les pénalités de Binder. D'ailleurs, lui-même, n'a pas du tout remis en question, ni son équipe n'ont pas fait appel. Et même Binder s'est excusé auprès de son équipe pour la 2e fois en disant, bon, j'ai recommis la même erreur qu'hier. Et c'est ma faute, désolé. Donc, grand seigneur, il a reconnu ses erreurs. Bon, par contre, effectivement, il y a un problème, le fait que Martin n'ait pas été pénalisé, ça c'est n'importe quoi pour la même erreur. Donc, je suis déçu que Binder ait raté les 2 podiums, qui lui tendaient les bras, mais je note surtout que quand il se qualifie bien, c'est ce qu'on a toujours pensé de ce pilote, bah voilà, ce mec, il est vraiment en lutte pour la gagne à chaque course, au lieu de jouer le top 6, top 5, bah il joue le podium et voir la victoire. Donc, à part ça, il a fait vraiment un bon week-end, Brad. Mais il fait toujours des bons week-ends, je trouve. Enfin... Oui, il fait un bon début de saison qui est vraiment très respectable. Ouais. Bah, c'est le seul pilote, comme on a dit tout à l'heure, qui arrive à la hauteur des duels. Et puis Miller, quand il tombe pas, il arrive à peu près à s'en sortir aussi, mais bon. Faut-il encore qu'il ne tombe pas? C'est le problème. Ouais, il est tellement irrégulier que... Il tombe pas et qu'il sache gérer ses pneus. Ça, c'est dingue de sa part. Le pilote expérimenté qu'il arrive toujours pas à bien utiliser ses pneus. Ça me dépasse. Il faudrait que les courses avec Miller elles durent 3 tours. Voilà. 3 tours, il est là et après, tu sais plus, 3 virages. Et après, il dégringole. C'est incroyable. Et d'ailleurs, je reviens juste sur Martin rapidement. Je pense qu'il y a une chose aussi qui va peut-être faire la différence au retour de Trêve estivale, c'est qu'il s'est fait opérer de la jambe pour un souci, il dit pas lequel. Ça a été, il l'a publié aujourd'hui, là, le 3 juillet, quand on enregistre, où il disait qu'il avait un souci à la jambe qui l'embêtait un peu depuis le début de saison et qui vient de se faire opérer et qui va être enfin tranquille. Mystère sur ce qui se fait opérer, parce qu'en général, les pilotes, quand ils sont opérés des bras, tu sais que c'est souvent le syndrome des loges et tu peux un peu deviner pourquoi. Là, la jambe, il a jamais rien vraiment dit, donc c'est sûrement des séquelles d'une ancienne blessure. Mais s'il revient à 100%, alors que là il n'était pas encore, ça peut être vraiment intéressant. Moi je sais ce qui s'est fait, de quoi il s'est fait opérer, Martin. C'était son ego est tellement gros qu'il y en avait une partie dans sa cuisse, donc ils ont dû les retirer. Pour les auditeurs, vous remarquerez que Martin et Vignales, même combat pour Pierre, il y a plus de demi-mesure, non. Les filtres sont tombés. La festival arrive au bon moment. Voilà. Bon, par contre, on va ouvrir un dossier un peu plus touchy, sur lequel on peut nous tomber dessus facilement. C'est le dossier Marquez. Marquez, encore et toujours, qui chute, qui déclare forfait pour le dimanche. Qu'est-ce qu'on en pense de tout ça, les garçons? Je comprends même pas pourquoi il est venu. C'était un week-end juste après l'Allemagne. On sait qu'il s'était blessé en Allemagne. Je sais plus c'était quoi officiellement. Puis après, aux Pays-Bas, on a appris qu'il avait aussi une côte fracturée. Il a quand même essayé de rouler. Arrête.
arrête, justement, on part une semaine en vacances plutôt que les autres, remets-toi bien dans ta tête et aussi dans ton corps. Et voilà, parce que là, du coup, il est revenu, mais il a essayé de forcer, puis t'es pas bon, puis t'es nulle part, et puis Bradle, il dit que la moto qu'il développe, c'est de la merde. Pourquoi c'est toi qui développe la moto? Donc, qu'est-ce que tu fais? Je veux dire. Bah, puis pour le coup, on a vraiment vu Marquez. Enfin, pour moi, c'était vraiment l'image d'un pilote qui était à bout, la position dans laquelle il était. Il a tellement chuté entre Assen et le Sachsenring que je me souviens plus si c'est au Sachsenring qu'on le voit la tête entre les mains au warm-up, mais non, il me semble que c'est en Allemagne. Mais en tout cas, enfin vraiment encore une fois l'image d'un pilote qui est à bout, qui sait plus où il va, qui fait des erreurs mais bêtes quand Bastianini et d'autres pilotes décélèrent et que lui il regarde derrière et du coup il shoot la roue de Bastianini et que du coup il tombe. Mais tu te dis, mais c'est pas possible, c'est pas Marc Marquez, en fait. Enfin, moi, vraiment, j'en suis à un stade où il me fait de la peine. Rinaldi en Mondial Superbike a fait la même connerie ce week-end, hein. C'est-à-dire qu'il se retourne et il part dans l'herbe. Mais est-ce qu'il part dans l'herbe en tapant un autre pilote? Non, il part dans l'herbe. Mais il tape pas d'autres pilotes. Ça. Et puis, pardon, avec tout le respect que j'ai pour Rinaldi n'est pas Marquez. Enfin, Marc Marquez n'est pas censé faire ce genre d'erreur. Si tu reviens en disant oui, c'est ok, avec toutes les chutes que tu t'es pris, 5 chutes en Allemagne, tu te tapes des chutes à Assen. Encore une fois, pour moi, il y a cette question de trauma crânien, de protocole. Il est tombé sur la tête plusieurs fois avec des chutes violentes. Donc oui, Miller disait si on commence à nous mettre un protocole pour les traumas crâniens, plus personne ne roule. Mais en même temps là, pour moi, il était très secoué et une semaine, c'est pas suffisant quand tu t'es pris les chutes qu'il s'est pris en Allemagne pour revenir à 100% de ta forme. T'as l'impression qu'il était nulle part. Le problème, c'est qu'il était tellement pas là depuis tellement longtemps que dès qu'il a la possibilité d'être sur la moto, il faut qu'il roule. Parce qu'il faut qu'il roule, il faut qu'il teste, il faut qu'il montre qu'il est encore là. Enfin voilà, il faut. Mais bon, il peut pas se dire la moto est pas bonne, du coup je peux rien faire. Mais quitte à être pas là à ce niveau, autant ne pas être là physiquement. Mais bon, alors dans ces cas-là, Quartararo, il faut qu'il arrête de courir aussi, tu vois ce que je veux dire. C'est pas la même... il a une moto pourrie, Quartararo, il sait plus du tout où donner de la tête. Alors, dans des degrés moins que Marquez, mais ça, parce qu'il va, il chute quand même très peu. Oui, Fabio. parce qu'il va pas au-delà de la limite de la moto, mais Marquez, son tempérament, c'est d'aller au-delà. Marquez depuis, oui, c'est sûr, mais tu vois, Marquez, depuis 2020, il est absent une course sur deux. Ouais, j'ai vu la statistique. C'est énorme. Enfin, une course sur deux, c'est vraiment. C'est du jamais vu, hein. C'est un intermittent du MotoGP, quoi. Vu comme ça. Non, mais après, il faut aussi se mettre à sa place. Enfin, le mec, il était quand même 8 fois champion du monde, tu vois. Il peut pas se dire, tu vois, si je roule, c'est pour finir dernier, c'est pas possible. Mais vraiment, alors c'est ce que je disais dans l'épisode précédent, mais je pense qu'il y a aussi un problème d'entourage. Là, si t'avais une équipe de com et une équipe autour de toi qui te gère correctement et qui te laisse pas trop faire un peu ce que tu veux, ça serait plus simple. Là, après sur la piste, personne peut le gérer. Il est tout seul avec sa moto. On peut pas dire fais comme ça. Oui, mais t'es quand même censé avoir quelqu'un dans ton team qui fait aussi de la prévention entre guillemets en disant là t'es beaucoup tombé et c'est galère depuis le début du week-end. Est-ce que c'est pertinent de continuer? À mon avis, je pense quand même qu'on lui dit Marc, là tu tombes un peu trop. Enfin, quand tu vois la tête des mecs de chez Honda, des grands pontes, je pense que le message doit passer, tu chutes un peu trop, là, faut aussi maintenant se calmer parce que ça coûte cher aussi en pièces, hein. Faut pas croire. Détruire des motos. Puis tu fais peur à Nakagami, arrête s'il te plaît. Mais ceci étant, les Quena, si je dis pas de bêtises, il était quand même en lutte pour la 6e place avec sa Honda avant d'avoir un problème. Ouais. Donc. Il était pas si mal, les Quena. Ouais, mais tu vois, ça aussi, c'est que, par moment, t'as quand même des pilotes qui arrivent de nulle part avec la même moto, et qui arrivent à faire des choses. Ouais. Donc c'est quand même un mystère, cette moto, ce team, ce pilote, enfin, tu vois, c'est hyper bizarre. Ouais, puis de toute façon, je trouve que là, tout ce qui gravite autour de Marc Marquez est devenu un peu étrange. Enfin, c'est pas ce qu'on est habitué à voir, que ce soit sa com, que ce soit sur la piste, en course, ou même sa vie perso, qui est très dévoilée, ce qui n'était jamais le cas. Enfin, je trouve que c'est très étrange. Il y a une ambiance très, très, très étrange autour de Marc Marquez en ce moment. Après aussi, tout le monde, enfin, comme vous dites, dès que c'est Marc Marquez, tu vois, il est tombé, ça y est, tout le monde, tu vois, sur Internet. Les pour, les contre, on l'insulte, tu vois. C'était un shitstorm. Ça aurait été n'importe qui, complet. tu vois. Enfin,
on l'aurait même pas mentionné. Oui, parce que c'est ce qu'on disait. De toute façon, c'est ce qu'on disait dans l'épisode précédent. En Allemagne, Vignales a failli faire pareil avec Marini à la sortie des stands. Personne n'a rien dit, ça a pas moufté. Là, c'était Marquez, c'était pas la chute le problème, c'était la com de Marquez derrière. Donc, et c'est le fait qu'il soit pas allé le ramasser. D'ailleurs, je citerai pas le média, mais il y a un média qui a dit à Zarco au moins vous êtes allé le ramasser, il y en a qui le feraient pas, tu vois. Et je disais mais même si les médias s'y mettent, c'est vraiment mais c'est limite, Canal, quoi. donc forcément c'est franco-français, vont pas dire à Zarco. Ouais, toi tu cites les médias carrément. Mais par contre Zarco a dit un truc que j'ai trouvé assez intelligent, c'est qu'il a dit aussi qu'il était allé voir Fabio parce que bon, il savait qu'il avait un souci à la jambe, mais aussi du fait que lui parlait français, que en gros c'est compliqué quand t'es blessé et que t'as mal de t'expliquer, même en anglais t'as beau être bilingue, ça peut être compliqué, et que le fait que Zarco parlait français, c'était plus simple d'aller dire à Fabio est-ce que ça va, est-ce que t'as un truc pour l'expliquer au commissaire après. Il y a un côté un peu papa poule que j'ai trouvé ça drôle. C'est un fun. Plutôt un côté aussi, tu vois, franco-français, c'est-à-dire qu'il faut que c'est Fabio, ils vont dire, on est quand même du même pays, de la nationalité, donc je peux pas le laisser comme ça. Les gens, ils vont me traiter de crevard, quoi. Parce que tu vois, dans les médias. Il y en a un qui a fait ça la semaine dernière, je vais pas faire pareil. C'est ça, tu vois, il peut pas dire, j'ai critiqué Marquez si je fais pas la même chose. Ça aurait été n'importe qui, je pense qu'il aurait été le voir. Ouais, c'est sûr. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour du MotoGP. On va pouvoir passer rapidement, faire juste un petit point rapide sur le World Superbike qui avait lieu ce week-end. Stéphane, est-ce que tu peux nous donner les résultats, nous en dire un mot rapidement? Ouais, alors rapidement, donc ce week-end il y a eu le Superbike à Donington. Alors en super sport, en course 1, t'as une très belle victoire encore une fois. Très belle victoire et victoire incontestable de Boulega devant Manzi et Montella. Valentin Debise, donc un des Frenchies engagés en super sport, est auteur d'une belle remontée parce qu'il partait 12e. Il va réussir à ramarrer le top 6, mais malheureusement dans le dernier virage, tous ses espoirs vont partir en fumée car il va se faire tasser par le pilote MV Augusta Schroeder. Les deux pilotes vont finir dans le top 10 et non pas dans une belle position comme ils auraient dû finir. Lucas Mayas, lui, a été auteur d'une belle qualif, mais il va pas réussir à conserver sa 4e place sur la grille, puisqu'en fait, au fur et à mesure des tours, il va dégringoler dans le classement pour terminer 11e. Andy Verdoria, donc, qui était de retour à la compétition en super sport, a été engagé, alors, je ne sais pas si c'était que pour cette course ou pour d'autres courses par le team thaïlandais Yamaha. Il finira donc la course 1 à la 17e place. En course 2, victoire de Boulega, donc il va réaliser le doublé devant Montella et Caricazulo. Le pilote GMT, donc Debise, va terminer à une pénible 7e place. Belle performance par contre pour Verdoya qui réussit à prendre les points de la 13e place. Et fortune diverse pour Lucas Mayas qui va abandonner suite à un accrochage avec Manzi. Classement du championnat du monde, c'est Boulega est leader avec 247 points devant Manzi qui accuse un retard de 55 points sur le leader. Caricazulo et Schroeder sont 3e ex-aequo avec 91 points de retard sous Boulega. Valentin Debise, lui, est classé 8e avec 80 points. Et juste petit rappel, c'était le retour à la compétition de Valentin Debise suite à problème de santé. Ouais, on sait pas trop ce qu'il a eu. Ou si vous savez vous ce qu'il a eu, moi j'ai pas réussi à lire dans les médias pourquoi il était pas là la course précédente. Mais en tout cas, il était de retour et il a quand même réussi à tenir sa place. Alors, en mondial en 1000, en course 1, donc c'est Johnny Ray qui va faire la pole position. Mais le pilote Ducati Bautista ne mettra que quelques tours pour reprendre les rênes de la course, qui ne lâchera plus jusqu'au drapeau à damier. Toprak finira 2e et Jonathan Ray, lui, complétera le podium après nous avoir offert de belles passes d'armes avec le pilote turc. En course 2, donc Toprak va faire mieux que figurer puisqu'il prend rapidement le lead de la course, mais on comprend vite que sur n'importe quel tracé, Alvaro Bautista et sa Ducati sont intouchables. Donc, faut juste rappeler qu'à Donington, c'est un circuit où il y a très peu de lignes droites. Donc, forcément, le niveau des machines est un peu plus lissé. On sait que Ducati a un très, très gros moteur. Et, on va voir que le pilote turc va littéralement craquer à la mi-course et, Bautista va s'installer aux commandes. Il ne lâchera plus. Derrière Toprak, va tout faire pour, rattraper le pilote espagnol, mais il n'y réussira jamais. Il finira second. Et Jonathan Ray, lui, va être en la lutte avec Petrucci et Redding pour la 3e place. Mais à ce jeu-là, c'est le pilote italien Petrucci qui va monter pour la première fois de la saison sur la 3e marche du podium. Scott Redding finit 4 et Jonathan Ray
5 au week-end à oublier pour Baz, puisqu'il va abandonner il va abandonner en course 1 suite à des problèmes techniques. En course 2, il va être impliqué dans un très gros accrochage avec Saik et Rinaldi, qui va occasionner un drapeau rouge. Alvaro Bautista, donc, est leader de la catégorie avec 357 points. Il compte 93 points d'avance sur Toprak, 182 sur Locatelli et 194 sur Jonathan Ray. Merci Stéphane. Je peux dire un petit mot sur les courses. Je note que contrairement à l'année dernière, on voit que Boulega et Ducati ont pris la mesure en World SSP de ce que c'est la compétition dans cette catégorie. On le voit pas beaucoup descendre du podium Boulega cette saison ou même de la première marche. Donc voilà. Et puis Manzi, c'est pareil sur la LV, il est intéressant. Après, on peut se dire aussi, est-ce que du coup l'équivalent de la balance de performance est peut-être un peu plus en faveur de Ducati que les autres machines. Parce qu'il faut rappeler que les Ducati, c'est pas des 600 comme les Yamaha. On est d'accord. Non, mais ça, c'est à voir. Et d'ailleurs, normalement, le système le fait automatiquement, à voir s'il faut pas réajuster. Et il y a aucun problème à le faire, vu que je comprends que quand on n'a pas les mêmes cylindrées ou les mêmes puissances, il faut trouver des moyens de compenser. C'est le cas en Superbike. À voir ce qu'ils font en Supersport. Dans tous les cas, ça me dérangerait pas. En Superbike, ça me dérangerait plus parce que c'est des Nils. Donc là, à un moment, c'est à toi, constructeur, de faire la moto mieux, quoi. Tu vois, je comprendrais plus d'ajuster en Supersport qu'en Superbike. Et je veux juste dire, en fait, un petit mot, après, on peut arrêter là, mais juste sur Petrucci, qui depuis 2 courses, je trouve qu'il prend vraiment la mesure de ce championnat, puisque la fois dernière, il aurait pu faire en course 1, si je dis pas de bêtises, un top 3 ou en tout cas un top 5, mais il va chuter. Il termine P4, donc du coup de la course 2 ou 1, donc je sais plus dans laquelle des 2 courses il tombe. Et là, il a fait un super week-end parce qu'il finit 4 et 3, donc je trouve que c'est un super résultat pour lui, quoi. Ouais, ça va dans le bon sens. Et puis c'est un pilote où je passe à jouer à chaque fois les communicatifs, c'est toujours super de le voir content. Et sinon, Ducati via Bautista, parce que c'est le seul à être aussi régulier avec cette machine, semble intouchable. C'est comme ça, hein. Le championnat a été dominé pendant des années par Kawasaki et Rea. Là, ça semble se diriger vers Bautista et Ducati. C'est des cycles. On verra ce que Toprak fera chez BMW l'année prochaine. C'est ça. Bon, lui, il va en disant, je vais gagner, mais bon, on sait que quand il part dans une autre team, c'est toujours pour faire mieux que les autres. Et puis finalement, après, ils sont souvent déçus. Mais j'espère que lui, il réussira à faire ce que Redding, Van der Mark, Baz, Gerloff n'ont pas réussi à faire. Tout à fait. Et quand même, Saik, avec la BMW, donc il connaît pas, a joué en course 1, quand même le top 6. Hein. C'est vrai que ça... Et il se fait croquer dans le dernier tour par Redding, donc il est quand même le pilote maison. Donc, c'est pas un pilote que j'aime voir, Saik, mais il a vraiment beaucoup d'expérience et sur beaucoup de machines différentes. Il s'adapte très vite. Ouais. Et là, il a montré que, tu vois, il était à la ramasse en début d'année parce qu'il avait la Kawa une mauvaise Kawa, la Kawa de Puccetti, et donc du coup, c'était pas au niveau, mais là, tu le vois avec une machine un peu plus performante, qu'il a réussi un peu à faire mieux que les pilotes maison, qui connaissaient pas la moto par rapport aux autres pilotes. Bon, je pense que on va s'arrêter là pour le World Superbike, parce que sinon vous pourrez en parler pendant des heures. C'est ça. Moi, je vais juste dire un mot rapidement. Je vais juste donner les résultats, puisqu'il y avait le Superbike français ce week-end à Magny-Cours. Donc je vais juste donner rapidement le résultat des courses. Côté Supersport 300, le podium était composé pour la course 1 de Sabatoussi Kevin, Garza Gonzalez Julio et Rossignol Kinian. Et Justine Pedmont était 5e. En course 2, elle sera 4e. Et le deuxième podium en course 2 sera assez ressemblant au premier, puisque ça sera Garcia, Sabatuki et Chauveau qui seront sur le podium. En 600, on retrouve Mathieu Gregorio, De La Vega Enzo et Loïc Arbel en course 1, et Johan Gimbert, Mathieu Gregorio et De La Vega Enzo en course 2. C'est des noms pour ceux qui suivent le Superbike mondial que vous pouvez un peu connaître, puisque certains ont fait des wildcards. Et en 1000, on va retrouver en course 1 en
Superbike, on va retrouver Dimiglio, Christophe Ponson et Mathieu Ginès sur le podium, suivi d'Alain Techer et Martin Renaudin finira 7e. Et en course 2, Kenny Forêt, Christophe Ponson, Dimiglio sur le podium à nouveau, suivi de Ginès, Techer et Renaudin sera à nouveau 7e. Voilà pour le Superbike français. Et j'en profite rapidement juste pour faire un petit correctif. Il y avait une petite erreur dans l'épisode précédent sur les 24 heures de Spa. Sur le classement, je disais que c'était Honda qui était en tête et en fait c'était une erreur de ma part et en fait pas vraiment, c'est le site qui était pas à jour. Bon, je dirais pas que c'est de leur faute mais presque. Donc c'est bien le Yacht qui est en tête avec 118 points suivi de Honda avec 117. T'as pas vérifié tes sources. C'est pas du tout comme s'il y avait 5 courses à débriefer. Non mais en tout cas on a des auditeurs qui sont très à l'affût parce qu'on nous a fait remarquer notre erreur et en tant que personne professionnelle on reconnaît nos erreurs. Dans l'euphorie on écrit les choses et puis on se dit ah ben non c'est pas ça qu'il fallait écrire. Oui voilà, si on dévoilait tout ce qu'on mettait dans les conducteurs, je pense qu'on se prébanne de toutes les bonnes plateformes de podcast de toute façon. Donc tu vois Ophélie, on a encore des gens qui nous écoutent après plus d'1h15 de podcast. Et qui sont là pour noter nos erreurs. Il y en a qui prennent des notes et qui nous les notent et qui nous les font remarquer. Bon les garçons, c'est tout pour nous aujourd'hui. C'est enfin la trêve estivale, on va un peu tous prendre des vacances. Mais pour vous les auditeurs, on se retrouve très vite puisqu'on a 2 épisodes hors série en préparation qui vont bientôt sortir, dont celui sur la RT72. Je redis un petit mot avant que ça n'arrive. Le week-end du 14 juillet, vous pourrez retrouver les 23h60 au Mans. C'est un événement qui est gratuit, l'accès est gratuit, vous pouvez voir les paddocks, vous pouvez rencontrer les pilotes. C'est vraiment un chouette épisode. Moi je serai sur place avec la RT72. Donc si jamais vous passez dans le coin, n'hésitez pas à faire un coucou et si vous n'avez pas quoi faire ce week-end-là, vraiment prenez le temps d'y passer parce que c'est vraiment chouette de voir des courses d'endurance en vrai. Et nous les garçons, on se retrouve mi-août pour le Grand Prix d'Angleterre. On se retrouve pas le 16 juillet pour le Superbike en Italie? Tu le feras avec Pierre. Moi je serai en vacances, je serai au bord de la mer. On va toujours à Silverstone ou c'est Donington le Grand Prix d'Angleterre? C'est toujours mort pour Donington, je crois. Oui, c'est toujours Silverstone. Pour un retour de Donington. En même temps, il est vraiment chouette ce circuit. Il est génial. L'ambiance est super là-bas en plus. Bon les garçons, je vous dis une très bonne soirée, à très vite et de très bonnes vacances. Salut tout le monde, bonnes vacances. Bye. Pardon, j'ai fait tomber mon micro. Désolée. Comme je le disais, il a pris 3 secondes de pénalité sur les 2 courses pour être passé vers. Mais c'est faux. Mais rien, mais en fait, il est au bord de mon bureau et j'ai mis un coup de genou dans mon bureau, 2 fois suite. Du coup, je sais plus où j'en étais. Ah si. Oui, donc, Binder.